Bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui nous occuper de quelques conseils et instructions concernant la soirée du Seder. Ceci pour une raison très simple, c'est que si on n'est pas bien informé, on fait des gaffes. Alors, nous allons donner d'abord une série de conseils. La série de conseils étant d'être préparé à l'avance. C'est-à-dire, pour ce qui est de la cachérisation de la maison, des kélim, alors préparez-vous au moins une semaine à l'avance pour ne pas avoir au dernier moment à téléphoner à un rave et rentrer dans des complications à n'en plus finir. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il est instamment et impérativement recommandé l'après-midi, avant le Seder, de dormir. Maintenant, ça veut dire quoi dormir? Ça veut dire convaincre maman d'avoir tout fini à 1h de l'après-midi et qu'une partie intégrante des préparatifs consiste en un sommeil de 2 heures au moins. Ceci pour que la soirée du Seder ne soit pas gâchée. En général, la maîtresse de maison, et avec elle toute la maisonnée, se dépense sans compter jusqu'à l'entrée de la fête. Ce qui fait que lorsque arrive le Seder, la moitié des gens s'endorment, ou ont faim, ou en ont marre, et on se dispute. Et c'est dommage. Alors que si tout cela pourrait être réglé avec un sommeil organisé, décidé à l'avance, 2 semaines auparavant, on en parle à maman et à papa, et il est décidé que la veille du Seder, il y aura un sommeil. Pour que le sommeil soit effectif, il faut pour cela débrancher le téléphone. Il faut également pour cela couper toutes les choses qui pourraient nous distraire de notre sommeil. On ferme les rideaux et les persiennes et on met sur la porte d'entrée un écriteau sur lequel on écrit « Veuillez ne pas sonner ». Souvent, vous avez des gens qui vous amènent des choses, des invités, qui vous amènent des cadeaux à l'avance. Si vous avez quelque chose à introduire, entrez sans faire de bruit, s'il vous plaît. D'accord? Ne rajoutez pas une insulte. C'est un peu tentant, mais ne le faites pas. Oui? D'accord. Donc, c'est très important. Vous veillez donc à ce que le monde entier vous oublie. Et alors, vous arrivez à un Seder super. Il y a d'ailleurs certains qui ont pour habitude de faire le Seder allongé sur des matelas ou sur des divans. Alors si vous n'avez pas suivi cette instruction à l'avance, alors c'est fichu, parce que vous aurez la moitié des gens, au moins, endormis sur les divans. Ça, c'est donc le premier conseil, qui à mon avis est capital. Il constitue à peu près 50% des recommandations. Tout le reste, ce n'est que commentaire. Avez-vous des questions jusqu'à présent? Non, c'est donc très bien, nous allons continuer. Je parle de l'après-midi avant le Seder. Oui, l'après-midi avant que la fête n'entre. Voilà, donc vous dormez 2 heures au moins, 3 heures, 4 heures c'est encore mieux, mais il faut être frais et dispo pour la soirée du Seder. Deuxièmement, on veille à l'avance à une quantité suffisante de vin, de matzot, de maror et de charoset pour tout le monde. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il faut boire 4 coupes de vin ce soir-là, vous faites un calcul qu'à peu près une bouteille pour 2 personnes, c'est très bien. D'accord? Vous comptez également des matzot shmurot en quantité suffisante. La matzah shmura n'est nécessaire que pour les parties qui sont mitzvah. C'est-à-dire on peut manger de la matzah qui n'est pas shmura
le soir du Seder, mais pas pour s'acquitter des mitzvot. Donc, vous veillez à ce qu'il y ait assez de matzah shmura pour avoir 3 fois un kazaït par personne. C'est quoi un kazaït en matzah? Il y a énormément d'opinions. Moi, l'instruction que je donne dans ma communauté, c'est 1/3 de matzah à la machine, c'est ça, un kazaït à tout casser. D'accord? Certains vous diront qu'il faut prendre 2 grandes matzot, etc., s'étouffer. Non. Le maror. Le maror est fait de laitue. Romaine, plus précisément. La laitue doit être sans verre, donc elle doit avoir été bien nettoyée auparavant, mais il ne faut pas la laisser un temps prolongé dans de l'eau salée ou du vinaigre, parce que dans ce cas-là, elle n'est plus propice à la mitzvah. Il faut manger 2 fois un kazaït de maror pendant la soirée. Un kazaït, c'est à peu près 2 feuilles de laitue. Un peu plus, un peu moins. Ça, c'est pour le maror. Veillez à ce qu'il y ait une agada par personne. De préférence, une agada simple, avec les mêmes numéros de pages pour tout le monde. Autre conseil, ne mettez pas les couverts à table. Parce que pendant la première partie du Seder, on a besoin de la agada et d'un verre. C'est tout. Tout le reste est en trop, et c'est très désagréable d'avoir une agada sur 3 assiettes, 2 verres, des couteaux et des fourchettes à n'en plus finir, et on ne sait plus où se mettre, surtout qu'il faut en principe se mettre accoudé dans certains passages. Et au moment du repas, vous amenez les couverts. Vous dites à la maîtresse de maison, voilà, on va faire ça, comme ça. Voilà. Jusque-là, vous suivez? Bon. Maintenant, un point très important. Est-ce que vous pouvez, par exemple, me procurer un verre en carton ou en verre ou n'importe quoi? J'en vois un là. Il est disponible? Puis-je l'avoir? Il y a différents moments dans la Haggadah où l'on doit être accoudé. Ça veut dire quoi cette histoire d'accoudé? L'accoudement est en fait le résidu d'un comportement des banquets de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, et nous avons des preuves par Astérix, on s'installait sur un lit pour prendre un banquet, et on était donc affalé sur le côté gauche, de manière joyeuse et peu noble. D'accord? C'est le comportement des hommes libres. Comme nous sommes libres ce soir-là, donc nous nous affalons nonchalamment sur notre côté gauche. Seulement, il y a à ce propos énormément de confusion. Beaucoup de gens pensent que l'accoudement consiste à faire quelque chose de très peu commode, qui ressemble à peu près à quelque chose comme ça. D'accord? Donc, en général, vous renversez la moitié de votre verre sur la Haggadah, vous êtes très impoli par rapport à vos conjoints, vous risquez de renverser une assiette. De toute manière, on ne voit pas en quoi on est libre de cette manière, on ne sait pas comment s'y prendre. Vous avez remarqué qu'il y a ici, en fait, 2 erreurs au moins que j'ai faites. D'abord, c'est de mettre le coude comme ça, et deuxièmement, d'avoir pris la coupe dans la main gauche. Ce n'est pas un accoudement, ça. L'accoudement se fait de façon tout à fait différente. Pas besoin de coussin et autres trucs de ce genre. Ce qu'il faut faire, c'est être infidèle à la politesse française et mettre sa chaise de façon perpendiculaire à la table. Ce qui fait que vous avez derrière vous quelqu'un qui lui aussi fait la même chose. C'est comme dans un train. Et vous vous tenez la tête comme ça, bien à l'aise, et vous prenez votre verre dans la main droite et vous le buvez. À la manière d'un soulard. D'accord? C'est ça l'accoudement. Il doit être agréable. À part ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne faut pas qu'il y ait des couverts sur la table.
Il est important également de faire la même chose pour la consommation de matzah. À chaque fois que l'on mange la matzah en tant que mitzvah, ça se fera de façon accoudée. Comme vous avez 4 verres et 3 consommations de matzah, ça veut dire qu'il y a 7 moments où il faut être accoudé nonchalamment pendant la Haggadah. Pendant tout le reste, vous pouvez vous remettre poliment en place, comme cela. Est-ce bien clair? Si on n'a pas beaucoup de place, on peut faire aussi avec une chaise derrière nous et se mettre... On peut également s'affaler sur l'épaule de son prochain. D'accord? Par exemple, est-ce que tu veux bien être ici? Par exemple, prends cette chaise là-bas et te mettre à côté de moi. Oui, toi, oui. Est-ce que c'est toi qui en as parlé? C'est une chaise, oui, une chaise. Tiens, voilà. Nous sommes à côté l'un de l'autre lors du seder. Asseyez-vous, docteur. Et donc, je peux également faire ceci. D'accord? Ça aussi, du point de vue de la halakha. Oui, et là, la même chose pour le type à côté. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ici, il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Voilà, tu peux revenir en haut. Voilà. Voilà, nous l'applaudissons tous, il est très sympathique. Ouais. Prix de consolation, vous recevez un paquet de bonbons. Voilà. Ça, c'est donc pour les recommandations du Seder. Autre chose, il y a une partie du Seder. Vous savez que le Seder est fait de plusieurs mitzvot. Il y a énormément de mitzvot que l'on accomplit. Une des mitzvot, c'est de parler de la sortie d'Égypte. À quel moment? Alors, vous avez le texte dans la Haggadah qu'on appelle le Maguid, qui est le moment où on raconte la sortie d'Égypte. Il y a le Manishtana, Avadi Mayinu, tout le bazar. Et c'est sur cette partie-là qu'il y a énormément de commentaires. Et alors, on est très content de raconter à toute la famille tous les commentaires que l'on a entendus. On les a entendus du Rav Cherki, on les a entendus du Rav Ben Arosh, on les a entendus... Enfin, bref, on a plein de choses à dire et on crève d'envie de le dire. Or, les gens ont faim. Ils disent, quand est-ce qu'on mange? Alors, ce que vous faites, vous préparez à l'avance 2 ou 3 chidushim maximum que vous prévoyez à l'avance de dire à tel moment de la Haggadah, c'est là que je vais leur raconter ça. Pas plus. Mais vous en avez encore plein à raconter. Eh bien, ça vous les raconterez ça au moment du repas. Parce que au moment du repas, c'est le moment où tout le monde se détend et on commence à parler du dernier match de foot et de la sécurité en France. Alors, au lieu de parler de toutes ces vanités, vous allez dire, puisque maintenant vous êtes en train de manger les bons plats du Seder, eh bien, je vais vous raconter des tas de choses. Hein, voilà. Donc, c'est le moment utile. Hein? Pas trop à ce moment-là, ils sont en train de manger. Au contraire, mais ils vont dire, de quoi ils vont parler? Ils vont parler de football. Alors justement, il faut dire, écoutez, j'ai un truc. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre que le repas du soir du Seder n'est pas un repas de fête comme tous les repas de fête. Il se dit au milieu du Hallel. C'est comme s'il était une partie du Hallel. Le Hallel, c'est quelque chose de sérieux. Le Hallel, en fait, il était récité au moment de consommer le sacrifice de Pessah. Aujourd'hui, on ne le consomme pas, mais il nous reste le repas. Jusque-là, ça va? Bon. Eh bien, puisque c'est comme ça, il ne nous reste plus qu'à passer sur la soirée du Seder. Alors, heureusement, dans la Haggadah, vous avez un siman qui a été institué il y a très longtemps, qui est fait en 12 parties, Kadesh, Ruchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shavoran, Orer, Safon, Barech, Halel, Nirtza. Ça nous aide beaucoup à savoir l'ordre du Seder. C'est pour ça qu'on appelle ça le Seder, justement, parce qu'il y a un ordre. Il y a un ordre. À chaque partie du Seder, vous avez l'intention d'accomplir telle ou telle mitzvah. C'est très simple. Kadesh, c'est le Kiddush. Le Kiddush, c'est la première des 4 coupes. Là vient le problème. Si Kadesh, c'est un Kiddush, il se dit debout. N'est-ce pas? Le Kiddush se dit debout. Mais la coupe doit être bue accoudée. Alors, c'est un peu problématique, il faut se préparer à l'avance. Tout d'abord, contrairement au Kiddush habituel, où c'est seulement le maître de maison qui remplit sa coupe, là, tout le monde remplit sa coupe. Donc, tous les convives, hommes, femmes, enfants,
tous remplissent leur coupe de vin. Quelle doit être la taille de la coupe? Il faut qu'il y ait au moins 86 millilitres. De préférence, pas plus que ça, pour une raison très simple. C'est que vous devez boire la majorité de la coupe. Si vous avez une coupe qui fait 200 millilitres, vous êtes tenu de boire au moins 101 millilitres. Comment? Si vous avez une coupe qui fait 200 millilitres, un grand verre, vous devez remplir ça jusqu'au bout et boire au moins la majorité, c'est-à-dire 101 millilitres. Tandis que si vous avez une coupe qui fait le réglementaire 86 millilitres, vous buvez 45 millilitres, vous êtes acquitté de votre devoir. Donc il vaut mieux que la coupe soit petite. Pas moins que 86 millilitres, mais pas tellement plus que ça. D'ailleurs, de quoi vous la remplissez? De vin? Mais ça va vous tourner la tête de prendre tellement de vin. Hein? Mettez de l'eau, c'est plus du vin. Mais vous pouvez mettre un mélange de jus de raisin et de vin. Vous allez me dire, mais alors pourquoi pas que du jus de raisin? Pour une raison très simple, c'est que si vous buvez 4 coupes de jus de raisin en une soirée, ça va vous donner la nausée. C'est trop sucré. Il y en a trop. Mais si vous faites un mélange de vin et de jus de raisin, en général, ça passe. Ça peut être moitié-moitié, ça peut être différentes proportions. Est-ce qu'il vaut mieux prendre moitié jus de raisin, moitié... par rapport à la mise en elle-même, je parle. Je sais que le mieux, c'est de faire avec du vin. Il y a une marloquette à ce propos, mais c'est difficile d'imposer ça à tout le monde. En tout cas, donc, vous remplissez votre verre et vous faites le kidouche en même temps que... Oui? Pour du vin doux, par exemple. Le quoi, le? Du vin doux, il y a la coutume qu'on fasse du vin doux. Du vin doux. Oui, chez moi, Ah, c'est vous avez le minacle de faire du vin. Prenez du vin doux. Les Yéménites n'autorisent pas le vin doux. Les Yéménites. Mais vous n'êtes pas Yéménite. Séfarade, c'est pas Yéménite. Ouais. Ah ben prenez du jus de raisin. Donc, vous faites le kidouche debout, en même temps que le maître de maison. C'est un kidouche qui se récite ensemble. Et puis, quand vous arrivez à la bénédiction de Mekadesh à Shabbat, Israël, non, Mekadesh, cette fois-ci, comme c'est Shabbat, on dirait, vous Mekadesh à Shabbat, Israël, Azemanim, et vous ne buvez pas. Parce qu'il y a une deuxième bénédiction, la bénédiction de Shechianu. Une fois que vous avez répondu Amen à la bénédiction du Shechianu, vous ne buvez pas, vous vous asseyez et vous faites cette action si mal polie dont nous avons parlé tout à l'heure. En général, les gens oublient de s'accouder et vous avez plein de qui se disent à ce moment-là, parce que vous n'avez pas le droit de parler. D'accord? Alors prévenez les gens à l'avance. D'accord? Ne soyez pas trop casse-pieds, mais enfin, c'est bon de prévenir les gens à l'avance. Oui? La bracha du Shechianu, on le dit aussi tous ensemble? Non, pas forcément. Ça peut être le maître de maison qui dit Shechianu, on répond Amen. Par contre, c'est-à-dire que le kidouche d'avant, on le dit tous ensemble. Pas forcément non plus. Pas forcément non plus. On dit Amen. On dit Amen et puis on s'installe. Et donc, et là, vous avez accompli donc la première des mitzvot de la soirée, qui est la première des 4 coupes de vin. Oui. Du vin blanc. Du vin blanc, ça va. Il y a certains ont dit qu'il faut du vin rouge. Il y a une opinion comme ça dans la halakha. Certains ont eu l'habitude, en particulier chez Ashkenaz, de boire précisément du vin blanc le soir du Seder, pour ne pas se faire accuser de meurtre rituel. Il y avait des accusations de meurtre rituel, on disait que les Juifs buvaient du sang des enfants chrétiens, et donc pour éviter la possibilité de l'accusation, parce que les goïms entraient dans les maisons pour voir ce qui se passait, alors on prenait du vin blanc. D'accord? Bon. Un mélange avec du jus de raisin. Peu importe. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait le Kadesh, on fait Urhatz. C'est quoi le Urhatz? On se lave les mains. Comment est-ce qu'on se lave les mains? Imaginez, par exemple, que vous soyez une trentaine de personnes à table. Tout le monde va se lever, aller dans la cuisine.
insupportable, ce n'est pas digne d'homme libre. Alors, la meilleure coutume, c'est celle qui consiste à passer avec une cuvette, une serviette et un kéli parmi les convives et à laver les mains à chacun à la manière d'homme libre. De même, la personne qui aura versé, elle aussi, on lui versera. Certains ont la coutume que c'est seul le maître de maison qui se lave les mains, donc c'est plus simple. Mais pour la coutume générale qui est que tout le monde se lave les mains, alors c'est vachement chouette qu'on reste à table et qu'on vous lave les mains. N'est-ce pas ? La plupart des poskim ne font pas la bénédiction de Al-Nitilat Yadayim à ce moment-là. Ce lavage de mains se fait parce que l'on va tremper du karpas dans un liquide. Or, quelque chose qui est trempé dans un liquide, il faut faire Nitilat Yadayim avant. Mais pourquoi cette histoire du karpas ? D'abord, c'est quoi le karpas ? Le karpas, c'est traditionnellement chez nos frères séfarades, c'est du céleri. Chez nos frères alsaciens, c'est du cerfeuil. En tout cas, c'est une plante verte, ça peut être du persil, que l'on trempe dans de l'eau salée ou du vinaigre. Mais évidemment, c'est dans l'eau salée que c'est mieux. Et chez nos frères polonais, ils ont pris l'habitude de prendre de la pomme de terre, parce qu'ils n'avaient pas de céleri, ni de cerfeuil, ni de persil dans ces contrées froides. Mais quelle est la raison de cela ? Pourquoi est-ce qu'on prend justement de ce légume ? C'est parce que ça ouvre l'appétit. Ça ouvre l'appétit. Or, c'est une mitzvah d'avoir l'appétit le soir du Seder, surtout à l'époque où on mangeait le Korban Pessah, l'agneau pascal. Et donc, pour montrer que d'habitude, prendre plus d'appétit, ce n'est pas quelque chose de noble, mais étant donné que c'est pour une mitzvah, c'est bien d'avoir l'appétit, c'est la raison pour laquelle on mange justement une plante verte. Donc la pomme de terre ne convient pas tout à fait à ça. Ça colmate plutôt que d'ouvrir. Donc le minag de nos frères séfarades est préférable, donc prendre du céleri. Alors certains font ceci, chacun trempe et mange. Certains ont une autre coutume c'est que le maître de maison trempe et distribue à chacun un morceau de céleri. Ce morceau de céleri se mange, non pas à couder, ce n'est pas une mitzvah, c'est simplement quelque chose qui aide à la mitzvah, donc on le mange, après avoir entendu du maître de maison la bénédiction de Boré Peri Ha'adama. D'accord ? Jusque-là, vous suivez. Une fois cela fait, on brise la matzah intermédiaire. Vous avez 3 matzot centrales, on brise la matzah intermédiaire. La plus grande partie est conservée comme afikoman, la plus petite partie est restée sur la table avec une matzah en au-dessus, une matzah en bas. Mais pourquoi tout cela ? Pourquoi mettre un pain rompu sur la table ? Ce n'est pas présentable. Dans les jours de fête, on met 2 pains entiers. La raison, c'est parce que on veut, parce que la Torah a dit qu'il faut manger un pain de misère, lechem oni. Or, les miséreux mettent toujours un pain entamé à table. Donc, il y a un pain entier parce que c'est la fête, mais un pain brisé parce que c'est un pain de misère. D'accord ? Lechem oni. Donc ça c'est le yahatz. Donc pour l'instant vous avez fait Kadesh, Uchatz, Karpas, Yahatz. Oui. Il faut être comme des rois et manger un pain de misère royalement. Oui, c'est-à-dire il y a beaucoup d'ambiguïté dans la soirée du Seder. Il y a des souvenirs de la servitude, des souvenirs de la délivrance. Le maror par exemple, c'est en souvenir de la servitude. C'est-à-dire en fait, si on voulait être conséquent avec nous-mêmes, on devrait manger du maror avant le Seder, et de la matzah le soir du Seder. Le maror en souvenir de la servitude, et la matzah en souvenir de la délivrance. N'est-ce pas ? La matzah après. Et on les mange le même soir. Le Maharal de Prague dit que c'est un acte monothéiste, parce que sinon on penserait qu'il y aurait eu un Dieu qui nous a asservis, qui a été vaincu par un autre Dieu qui nous a libérés. Et donc, il faut témoigner que c'est le même, celui qui a décrété la servitude et celui qui a décrété notre libération. Donc, on mange ensemble. D'accord ? Donc, il y a des éléments des deux côtés dans la soirée du Seder. Donc, je continue.
il y a donc le Yachatz, et alors intervient la deuxième partie, la partie la plus importante du Seder, qui est de raconter la sortie d'Égypte. C'est le Maguid. Attention, on remplit la coupe de vin, qu'on ne boit pas. On boira la coupe à la fin du Maguid, mais c'est par joie. C'est-à-dire, on veut raconter une belle histoire, nous sommes sortis d'Égypte, on va la raconter quand nous avons des coupes pleines de vin sur notre table. D'accord, ça c'est la deuxième coupe. Maintenant, il y a un petit problème. C'est que pendant le récit du Maguid, il y a plusieurs moments où la coupe sera levée. Elle sera levée et puis après reposée. Il y a un problème, c'est que la matzah est faite de blé, le vin c'est du raisin. Or, dans la Torah, le blé est mentionné comme étant la louange d'Eretz Israël avant le raisin. Donc, à chaque fois qu'on lève la coupe, il faut couvrir les matzot. Pourquoi il faut couvrir les matzot? Parce que c'est la honte du blé qui se fait, qui est abandonné pour le raisin. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on recouvre le pain le Shabbat, au moment du Kiddush. Oui? Alors pourquoi mettre le pain sur la table? Ah, parce qu'il est écrit dans la Torah que ce pain est un pain qu'on appelle lechem oni. Oni veut dire misère, mais il veut dire également, lever la voix. C'est un pain sur lequel on raconte. Lechem she'onin alav dvarim arbe, un pain sur lequel on dit beaucoup de choses. Donc il faut que ce pain soit présent au moment du récit. Donc il faut qu'il soit découvert. Et donc, les matzot sont découvertes pendant tout le Maguid, sauf les moments où on lève la coupe de vin. Alors il y a tout un sport qui consiste à faire attention, quand est-ce qu'on découvre, quand est-ce qu'on recouvre. Découvre, recouvre, découvre, recouvre. Et alors, il faut être gagnant, quoi. Maintenant, étant donné que les 3 matzot en général que vous avez au milieu de la table ne sont pas suffisantes pour tout le monde, alors on rajoute encore des paquets de matzot sur la table, n'est-ce pas? Ces paquets de matzot aussi sont découverts au moment du récit et recouverts à chaque fois qu'on lève la coupe de vin. Donc ça peut permettre à chacun de participer au jeu, n'est-ce pas? Bon, jusque-là vous me suivez? Bon. Donc vous levez le verre, bon. Alors, donc, on remplit la coupe de vin, donc les matzot sont couvertes. Et puis, on dit, et alors on les découvre pour commencer. Et on dit, Alachma anya, di achalu avahatana be'ara de Mitzrayim. Voici le pain miséreux qu'ont mangé nos enfants. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux aider? Je suis là pour répondre à toutes les questions. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la question? Pourquoi après? C'est le moment du cours. Ah ben voilà, c'est très bien. Ça prouve qu'il fallait me poser la question, plutôt que de demander à ton copain. Comment est-ce qu'on sait à quel moment il faut lever la coupe? D'une part, parce que je vais en parler maintenant, et à part ça, parce que c'est écrit dans la Haggadah. C'est écrit dans la Haggadah, en général. Si vous avez une Haggadah avec des instructions en français, tu parles le français, ça? Ouais, tu sais lire le français? Ouais, d'accord. Eh bien, donc tu verras, c'est écrit, ici on lève la coupe de vin. Donc, on commence par un texte en araméen, Alachma anya diachalu avahatana, qui dit c'est le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres et tout le reste. Et puis nous attendons de revenir en Eretz Israël. Contrairement à ce que l'on pense, ce Alachma anya ne fait pas partie véritablement du Maguid, il est l'explication de ce qu'on a fait auparavant. On explique pourquoi est-ce qu'on a coupé la matzah en deux, parce que c'est un pain de misère, Alachma anya. Une fois tout cela bien fait, on dit le manishtana. Le manishtana, c'est des questions sur ce qui se passe lors de la soirée du Seder. Ces questions sont posées par l'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, c'est posé par n'importe qui. Si quelqu'un fait le Seder tout seul, il s'interroge lui-même, il dira lui-même manishtana. Ce sont des questions, pourquoi est-ce qu'il y a... Alors, l'ordre des 4 questions n'est pas le même selon le texte séfarade et le texte ashkénaze. L'air sur lequel ça se chante n'est pas le même, ça n'a aucune importance, ne vous en faites pas. En général, ce qui se passe, c'est que le tout petit de la maison qui a appris pendant 2 semaines à dire Manishtana, essaye de dire Manishtana alayla azé, en général, il rougit de honte, se cache sous la table et ça continue par les autres. Donc, vous allez voir ça, c'est un truc intéressant. On voit les gosses
tout gêné comme ça de dire en public le Manishtana, et en général il y a un autre frère qui attend que le premier fasse des gaffes pour pouvoir le remplacer. D'accord ? Ça c'est donc le Manishtana, et alors on lui répond. La réponse se trouve dans la Haggadah. Il y a dans la Haggadah de Pessah en fait deux réponses différentes qui sont données au questionnement de l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant a demandé pourquoi est-ce qu'il y a des matzot, pourquoi est-ce qu'il y a l'humaror, pourquoi est-ce qu'on est accoudé, pourquoi est-ce qu'on trempe. D'accord ? Et alors on lui explique la raison de la fête. Alors quelle est la raison de la fête ? La sortie d'Égypte. C'est quoi la sortie d'Égypte ? C'est quoi la sortie d'Égypte ? La libération. C'est-à-dire on était esclaves, on est devenu libre. Ça, c'est la première opinion qui est mentionnée dans la Gemara. Effectivement, c'est ce que répond le maître de maison en disant « Avadim hayinu le paro b'Mitzrayim » Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. « Vayotzienu Hashem Eloheinu misham » Et Dieu nous a fait sortir de là-bas. « Beat hazaka uvezentoya » avec un bras étendu, une main forte et tout le bazar. Ça, c'est donc la première réponse qui est donnée. Plus loin dans la Haggadah, il y a une autre réponse qui est donnée après qu'on ait raconté les 4 fils. Il y a 4 fils qui posent des questions. C'est le Chacham, Rasha, Tam, Shidvalishol, le sage, le méchant, le simple, enfin l'entier plus précisément, et celui qui ne s'est pas posé de questions. Et après que la Haggadah nous raconte qu'il y a 4 fils, elle donne une réponse à leur interrogation. En fait, et la réponse là-bas, c'est autre chose. Mitehila, Ovde, Avoda Zara, Yuavotenu, Vershav, Kirvanu, Amakom, Lavodato. Auparavant, ils étaient des idolâtres, nos ancêtres, et maintenant, Dieu nous a rapprochés de son service. Donc, la première interprétation de la sortie d'Égypte, c'est que c'est un acte de libération nationale. Le deuxième, c'est que c'était un acte de libération religieuse. Or, à l'époque de la Gemara, les 2 textes n'étaient pas en même temps dans la Haggadah. Certains ne récitaient que le premier texte et d'autres ne récitaient que le deuxième texte. D'accord ? C'est dans la Haggadah post-talmudique que les 2 textes ont été unifiés en un même texte. D'accord ? Ça explique pourquoi est-ce qu'il y a des enfants au milieu de la Haggadah. Parce que c'était le début d'une autre Haggadah. Jusque-là, vous suivez ? Donc je reviens donc à la toute première Haggadah, celle de Avadim Hayinu. Celle de Avadim Hayinu est formée de 3 passages. Le premier passage raconte que nous sommes sortis d'Égypte et qu'il faut la raconter, même si nous sommes tous des sages et tout le reste. Le deuxième passage nous parle du récit de la sortie d'Égypte qu'ont fait les sages à Bnei Brak avec Rabbi Akiva. Et le troisième parle de l'annulation du récit de la sortie d'Égypte dans les temps à venir avec le récit de Rabbi Elazar ben Azaria. Une fois qu'on a fait ça, on passe aux 4 fils et à la réponse qui est Mitechila Ovde Avodazara. Une fois qu'on a fait ça, on commence à interpréter le récit de la sortie d'Égypte qui est amené dans la Torah, dans la paracha de Kitavo. Jusqu'à vous me suivez ? Dans la paracha de Kitavo, mais c'est très bizarre parce que le récit dont il est question là-bas, c'est ce que l'on doit réciter lorsqu'on amène les prémices après la fête de Shavuot. C'est-à-dire quand on amène les prémices des fruits de la terre, on les amène au Beth Amikdash. Au moment de présenter le panier avec les fruits, la Torah dit qu'il faut raconter ce qui s'est passé. Et là, il y a tout un récit qui commence par Arami Oved Avi. Mon père a voulu être perdu par un Araméen. Il s'agit de Yaakov qui est poursuivi par Lavan. Et il est descendu en Égypte, et les Égyptiens nous ont asservis, ils nous ont fait des misères, et nous avons crié, et Dieu nous a sauvés, et maintenant j'amène les fruits. Tout ça, c'est une mitzvah qui n'a rien à voir avec Pessah. Mais c'est une forme de Haggadah aussi. Alors, ce qu'ont fait les Chachamim de la Mishnah, ils ont pris ce texte que l'on dit lors de ce qu'on amène les bikurim, les prémices, ils l'ont introduit dans la Haggadah avec des interprétations pour chaque morceau de verset. N'est-ce pas ? Bon. J'ai oublié de vous dire que entre les 2 Haggadot, entre Avadim Hayinu et les 4 fils, il y a un moment où on lève la coupe de vin. On la lève, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On couvre les matzot.
Et on dit, les fichach anachnu chayavim, leodot, non, on dit, vehi she'amda la avotenu, velanu, et c'est cette promesse que Dieu a fait à nous, qui nous a tenus, qui nous a maintenus, qui nous a fait sortir, etc. Et de génération en génération, on veut nous exterminer, mais Dieu nous sauve. On dit ça en levant la coupe. Une fois qu'on a fini de dire ça, on remet la coupe sur la table, on ne boit rien. Et qu'est-ce qu'on fait avec les matzot? On les découvre, évidemment. Oui, il y a plusieurs manières de chanter ça. Il y a différents airs. Maintenant, si on continue, je reprends dans l'interprétation du texte des Bikurim, n'est-ce pas? Avadim, c'est Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayagorsham Mimte Me'at, Vayisham, Legoy Gadol, Atzum Varav. Un Araméen a voulu perdre mon père, il est descendu en Égypte, il s'est installé en petit nombre, après il devint un peuple grand et puissant, et les Égyptiens nous ont asservis, et tout le reste, n'est-ce pas? Vous connaissez ce texte, non? C'est écrit dans la Haggadah. Et pour chaque morceau de verset, il y a une interprétation de la Haggadah. Oui? Pourquoi on était idolâtre? Puisqu'il y avait Abraham, il avait déjà eu, on savait déjà qu'il y avait un seul Dieu. Oui, c'est vrai. Et c'était pas vraiment de la Vodazara alors, à ce moment-là. Abraham n'était pas idolâtre, effectivement. Et donc, tout ce qui va présent. Donc, et j'ai pas compris. Et qu'est-ce que tu dis? Et tout ce qui? Tout ce qui suit, ben, on n'est pas. Toute sa descendance n'était pas idolâtre. N'est-ce pas? Quand on parle d'Israël et Yaakov. Yitzhak et Yaakov n'étaient pas idolâtres. Jusque-là, je suis d'accord. Et puis? Et donc, le texte, il fait référence, il fait pas référence à eux? Non. Le texte ne fait pas référence à eux. Le texte fait référence à nos ancêtres en Égypte. C'est donc après. Il y a eu la servitude de l'Égypte, et là, nos ancêtres étaient idolâtres. Ils ont abandonné la fidélité de leur père. D'accord? Pas tous ont oublié, mais une grande partie s'est assimilée à l'Égypte et ont rendu le culte de Apis, Osiris, et Sérapis et Horus et tout le reste. Voilà. Donc je reviens à notre texte. On lit les versets de la Haggadah et il y a un moment où on dit que Dieu nous a fait sortir Otot ou Vemoftim par des prodiges et des merveilles. Alors, c'est quoi les prodiges et les merveilles? Alors, il y a une interprétation qui dit, c'est Dam Vaesh Vetimrot Ashan, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Au moment où on dit ça, ce que l'on fait, on couvre les matzot. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on couvre les matzot au moment où on va dire Dam Vaesh Vetimrot Ashan? Parce qu'on voilà, c'est très simple. On va lever le verre. Alors là, il y a ici deux coutumes différentes. La coutume de nos frères ashkénazes est la suivante. C'est que ils enlèvent une petite goutte avec le petit auriculaire, ils enlèvent une goutte de vin du verre qu'ils mettent de côté à chaque fois que l'on dit des misères qui ont été faites aux Égyptiens. Alors, les trois premières, Dam, Vaesh, Timrot Ashan. Nos frères séfarades sont plus spectaculaires. C'est seulement le chef de la maison, le chef de famille, à qui on amène une coupe et qui verse un peu de vin dans cette cuvette, dans la cuvette, et quelqu'un verse de l'eau en même temps. Dam, Vaesh, Timrot Ashan. Et après, il y a une autre interprétation qui dit non, ce sont les 10 plaies d'Égypte. Et alors, on fait la liste des 10 plaies d'Égypte. Dam, Tsefardéa, Kinim, Arov, Deverche. Donc, ça fait encore 10. Donc, ça fait 13 versements pour les séfarades, 13 petites gouttes pour les ashkénazes. Et après, on rapporte également l'opinion de Rabbi Yehuda qui mettait les 10 plaies d'Égypte en anagramme, Detzar, Hadash, Be'achav, ça fait encore 3 fois. Donc 16 fois le vin a été versé. N'est-ce pas? Et puis, chez nos frères séfarades, la coutume est que le maître de maison verse jusqu'au bout le verre, que ce verre est rincé et qu'on lui remplit à nouveau. Et alors on continue. Maintenant, une fois qu'on a fini ça, qu'est-ce qu'on fait? On découvre les matzot. On découvre les matzot, puisqu'on a fini. Maintenant, il y a une coutume chez nos frères tunisiens.
qui consiste, au moment où on verse le vin, à dire à chaque fois une expression incompréhensible, simsineno. Simsineno, qui en fait est une déformation de l'hébreu, Hachem ishmirenu v'yatzilenu, que Dieu nous préserve et nous garde. D'accord ? Et nous sauve. C'est-à-dire, ça, pas tout le monde est au courant. Les gens disent, on dit simsinenu, ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire. D'accord ? Mais, oui, à chaque fois. Oui, tu le sais, d'accord, mais heureusement, il faut bien le savoir. Ouais. Pas tout le monde sait, mais ça fait vachement chouette, quoi, le simsimenu. J'ai oublié de vous raconter également une autre coutume, ça j'ai oublié pour le début du Maguid. Il y a la coutume chez les Juifs d'Afrique du Nord qui consiste à lever le plat du Seder au-dessus des têtes des convives avant de commencer le Maguid. Oui, alors chez les Marocains, on commence par les mots Bivilou Yatsanu Mitzrayim, mais chez les Algériens et les Tunisiens, on dit Etmol Aïnou Avadim, sans dire Bivilou, et on fait passer ça au-dessus des têtes. D'où ça vient ce minag ? Le minag a pour origine le fait que dans les temps anciens, le plat du Seder, c'était la table. C'est-à-dire, on s'affalait sur des divans, n'est-ce pas ? Et où était la table ? La table, elle est un plateau qu'on mettait sur un petit trépied. Comme chez les Arabes jusqu'à ce jour, quand vous buvez du café. Chez les Arabes, il y a un plat comme ça, en général bien ouvragé, en cuivre, qui est posé sur un petit trépied. Oui, c'est une sorte de grand plateau qui sert de table. On mettait sur ce plateau le sacrifice et tout ce qu'on mange le soir du Seder. Donc en fait, c'est la table. À la fin du repas, on enlevait le plateau, on le ramenait à la cuisine. Or, au moment où on va raconter la sortie d'Égypte, on enlève la table. L'enfant se dit, mais enfin, on n'a pas encore mangé. Et donc, il y a une question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, on lui explique la sortie d'Égypte. Il faut créer l'étonnement chez l'enfant. De là, il est resté qu'on enlève le plateau, ce petit plateau qu'on met sur la table. C'est là que ça vient. Juste avant le Maguid, alors. Juste avant le Maguid, pour éveiller l'étonnement de l'enfant. Il dit, jamais vu ça. Alors, pour faire beaucoup de branle-bas de combat, là, on fait passer au-dessus des têtes, en souvenir des nuées qui étaient sur les têtes de nos ancêtres lors de la sortie d'Égypte. Voilà, bon, ça c'était pour le minag on appelle ça en Algérie le betmor, qui est une déformation de l'hébreu etmol. Etmol aïnou avadim. Hier, nous étions des esclaves. Je reviens donc, j'ai fait un peu de désordre là, excusez-moi. Je reviens donc après cette histoire du vin qu'on verse, et on continue la Haggadah. Qu'est-ce qu'on dit à la Haggadah ? Il y a plusieurs midrashim là-bas qui expliquent le nombre des plaies d'Égypte, s'il y en avait 10, 40, 50, 200, 250. Bref, on accable les Égyptiens d'une quantité exponentielle de plaies. Et puis après, on dit combien c'est grand ce que Dieu nous a fait. S'il nous avait fait seulement ça, ça aurait suffi pour le remercier. Dayenu, il y avait 15 Dayenu. Et après, on arrive à une citation de la Mishnah, qui est Rabban Gamliel Aya Omer. Rabban Gamliel disait Kol mi shelo amar shlosha dvarim elu bapesar, tout celui qui n'a pas dit ces trois choses-là à Pessar, c'est qui n'a pas dit, qui n'a pas expliqué ce que ça veut dire, lo yatsa yedeh chovato, ne s'est pas acquitté de son devoir, ve'eluen, c'est quoi les trois ? Pessar, matzah, maror. Pessar, c'est-à-dire l'agneau pascal, la matzah, et le maror, c'est le maror. Le maror, c'est pas drôle du tout, c'est pour ça qu'on dit, est-ce que vous trouvez ça maror, vous ? Et donc, il y a trois petits récits. On parle du Pessar, du Matzah et de la Matzah et du Maror. Alors, qu'est-ce qu'on fait en souvenir du Korban ? On n'amène pas l'agneau pascal aujourd'hui, malheureusement. Alors, il reste l'os grillé qui est sur le plat du Seder. Ou bien, certains font cuire une aile de poulet. En tout cas, et chez les Djerbiens, c'est deux énormes broches pleines de viande bien grillée. Tout ça, c'est en souvenir du Korban. On regarde le Korban, enfin on regarde l'os, et on se souvient du Korban, et on dit que Pessar shayu avotenu ochlim bizman shevet hamikdash kaya amal shumma. Le Pessar qui était mangé par nos ancêtres lorsque le temple existait, quelle est sa raison ? Et alors on parle donc du Pessar. Certains interdisent de lever l'os, pour qu'on n'avait pas pensé que c'est une partie du Korban. Certains lèvent l'os et disent il n'y a pas de problème, on ne pensera pas que c'est le Korban. De toute manière, ce n'est pas mangé le soir du Seder. Certains d'ailleurs ne le mangent pas du tout, certains le mangent le lendemain matin, mais en tout cas, ce n'est pas mangé le soir du Seder.
Ça, c'est le Pessah. Après, on prend la matzah que l'on montre, on dit matzah zo, cette matzah que nous mangeons, pourquoi? Et on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte avec les matzot. Et il y a certains qui font passer la matzah de personne en personne, et chacun la prend et dit matzah zo, cette matzah-là, n'est-ce pas? Ce qui, chez nos frères tunisiens, est appelé matzah jou. Mais ça veut dire cette matzah-là, d'accord? Il y a, après, on prend du maror. Et on fait la même chose, on prend du maror que l'on lève et on dit maror zé, ce maror que nous mangeons, c'est en souvenir de la servitude. Le minag algérien, c'est de prendre une feuille de maror et de la jeter par la fenêtre. Ça ne se fait pas quand ça tombe Shabbat. Parce qu'on n'a pas le droit de jeter par la fenêtre quelque chose le jour du Shabbat, à moins qu'il y ait un hérouv. N'est-ce pas? Donc cette année, ça tombe Shabbat. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de hérouv, vous n'avez pas le droit de jeter cette feuille par la fenêtre. Mais si c'est un jour de Yom Tov habituel, vous pouvez. D'accord? Le matzazo, on le fait après l'explication, donc? Non, avant de l'explication. On prend la matzah en main, on dit matzazo, et on dit, voilà, et on explique tout ça et on pose. Une fois que vous avez fait ça, on est tout content, on dit nous allons remercier l'Éternel. Et donc on va commencer à réciter le Hallel. Venomar lefanav, nous allons dire devant lui, Shira Hadasha, un nouveau chant, Alléluia, et on commence le Hallel. Le Hallel est fait de beaucoup de parties, et on récite seulement les 2 premiers paragraphes, et la suite du Hallel sera récitée après le Birkat Hamazon. Absolument incroyable. Vous arrêtez un Hallel pour manger. C'est pour vous dire que cette consommation est extrêmement sainte ce soir-là. On finit donc les 2 premiers paragraphes du Hallel, et on finit le Maguid par une bénédiction un peu longue, qui dit Asher egal, otanu vegal et avotenu mitzrayim, il a sauvé nous et nos ancêtres de l'Égypte. Veivianu alayla azel echol bo matzah maror, il nous a amenés ce soir-là pour manger de la matzah et du maror, etc. Et nous demandons d'arriver à Jérusalem pour refaire des sacrifices. Et on finit en disant Baruch ata Hashem Gaal Israël, béni sois-tu Éternel, sauveur d'Israël. Et alors on boit la 2e coupe de vin. Alors la 2e coupe de vin se boit comment? À coudée, évidemment. Et est-ce qu'on fait la bénédiction de Boré Pri Geffen ou pas? Ça dépend des minagim. Certains font la bénédiction, certains ne la font pas, puisque ça, ils l'ont déjà fait lors du Kiddush. C'est une marloquette entre le Rif et le Rambam. La plupart des Séfaradim ne la font pas, bien que certains la font. Chez les Yéménites, c'est controversé. Chez les Ashkenazim, on l'a fait. Et puis alors, à ce moment-là, on enlève les agadotes de la table. On les rendra après le repas, pour faire le Birkat Hamazon et le Hallel. Mais, à ce moment-là, on enlève les agadotes pour qu'elles ne se salissent pas, et on mange la matzah, le maror et le korer. Comment est-ce qu'on fait pour manger la matzah? La matzah, c'est du pain. Donc il faut faire Netilat Yadayim. Comment faire Netilat Yadayim? Si vous êtes 30 personnes à table, alors tout le monde va se lever pour aller à la cuisine, ça va faire beaucoup de désordre, sans parler du fait qu'on est des hommes libres ce soir-là. Alors ce qui est recommandé, c'est d'amener une cuvette et de laver les mains à chacun, y compris à la personne qui vous sert, avec évidemment une serviette et un kéli. Tout cela a déjà été dit, un parfum de déjà vu, avec une différence, c'est que cette fois-ci vous dites Al-Netilat Yadayim. Et une fois que vous faites ça, le maître de maison lève les matzot, il fait Baruch ata Hashem Olam hamotzi lechem min haaretz. Il laisse tomber la 3e matzah et il continue, il dit et Asher kideshanu bemitzvota vetzivanu al achilat matzah. Et il distribue à chacun un kazaït de matzah qui est mangé à coudée. N'est-ce pas? Chacun prend. Maintenant, il est impossible qu'il y ait assez de kazaït dans la matzah du maître de maison, donc vous complétez avec les matzot qui sont déjà sur la table. Donc il faut veiller qu'à ce qu'il y ait des quantités suffisantes de matzah à table. N'est-ce pas? Oui? Et alors vous mangez donc votre kazaït. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à la deuxième partie qui est le maror. On mange du maror en souvenir de la servitude. On fait Asher kideshanu bemitzvota vetzivanu al achilat maror. On ne fait pas Boré Pri Adama puisqu'on l'a déjà fait pour le Karpas. Ça ne se mange pas à coudée parce que la servitude, c'est pas de la liberté. Donc vous mangez normalement, je cronque. Vous prenez donc vos 2 feuilles de laitue et après on passe au korer. Le korer, c'est un mélange. Quand on prend le maror, on le trempe dans le charoset, mais après on agite
le maror pour que le charoset ne reste pas en grande quantité sur le maror, parce qu'il faut sentir l'amertume de la laitue. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au korer. Le korer, c'est un mélange, c'est une sorte de sandwich. On prend de la matzah, un kazaït, du maror, un kazaït, et du charoset, vous pouvez m'en mettre à cœur joie, et vous faites, on fait ça en souvenir de Hillel. L'opinion de Hillel est qu'il faut manger la matzah et le maror ensemble, donc pour satisfaire l'opinion de Hillel, on refait la matzah et le maror ensemble. D'après les chachamim, il faut les manger séparément, d'après Hillel, il faut les manger ensemble, et vous mangez ça, évidemment, à coudée, bien qu'il y ait du maror, mais il y a quand même de la matzah, donc vous faites ça à coudée. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez vous amenez le repas à table. Vous faites le shulchan horer. Amenez le repas à table, la maîtresse de maison est toute contente d'avoir préparé des tas de choses succulentes, et c'est le moment donc où vous allez sortir tout ce que vous avez entendu au Machon Meir pendant l'année, vous empêchez les gens de parler de foot ou de la sécurité en France et quand est-ce qu'on fait notre aliyah. D'accord ? Bon, quand on fait notre aliyah, ça c'est une bonne discussion. Bon. Et puis, une fois que le repas est fait, vous passez... Qu'est-ce qu'on fait après un repas ? Ben non. Vous faites d'abord la ficomane. Ben oui, la ficomane. La ficomane, c'est que c'était le dernier morceau de l'agneau qu'on mangeait. Il faut garder le goût de l'agneau pascal, du sacrifice dans sa bouche. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'agneau pascal, malheureusement. Alors, nous mangeons un kazaïd de matzah. Un kazaïd de matzah dont vous gardez le goût. C'est la dernière chose qu'on a le droit de manger. Donc, on n'a pas le droit de manger quelque chose après. N'est-ce pas ? On finit par ce morceau de matzah. Certains disent, non, moi je le garde dans mon sac, ça préserve des naufrages dans la mer, des trucs comme ça. Vous pouvez prendre un morceau de la ficomane et de la garder, mais l'essentiel c'est de la manger. Vous mangez ça comment ? À coudée évidemment, en souvenir du Korban Pessah. Oui ? Ah non, parce que là il y aura une confusion, on pensera que le sacrifice se fait même en dehors du temple, ce qui est interdit. Donc on prend de la matzah. Il y a une coutume absolument ridicule qui consiste à voler la ficomane et à promettre un vélo au gosse qui a volé ça. C'est la récompense du vol. Enfin bon, c'est comme ça. Je parle d'un vélo, ça c'est encore quand il est gentil. Voilà. Et puis après, vous faites le Birkat Hamazon. Mais le Birkat Hamazon ne se fait pas sans qu'il y ait une coupe de vin. Alors on amène également les bouteilles. Parce que vous avez encore 2 coupes à boire. Vous remplissez donc votre coupe, tout le monde remplit sa coupe, on fait le Birkat Hamazon. Maintenant, comment faire le Birkat Hamazon ? Si chacun fait le Birkat Hamazon, il y en a pour qui ça prend des heures de faire le Birkat Hamazon, parce qu'ils ont des difficultés à lire. Le mieux, c'est que ce soit le chef de maison qui fasse le Birkat Hamazon à voix haute, et tout le monde répond « Amen » à chaque bénédiction. Et comme ça se fait mieux. Une fois que vous avez fini le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on fait ? On boit la 3e coupe. Mais on fait d'abord Boré Peri Geffen. Ça, d'après tout le monde. Mais vous avez fait le Boré Geffen, mais vous buvez la coupe comment ? À coudée, évidemment. Et alors, comment ? La matzah. Non, plus de matzah, fini. Selon la coupe de vin. Et vous remplissez immédiatement la 4e coupe. Parce que vous avez bu la coupe, donc il faut boire une 4e coupe. Et à ce moment-là, vous ouvrez la porte pour recevoir Eliyahu Hanavi. Et puis vous maudissez les nations. On dit Shefor Hamatecha el Goyim Asher Ledaoucha, verse ton courroux sur les nations qui ne te connaissent pas. Vamamlachot Asher Bishimcha Elokaraou, et les empires qui n'invoquent pas ton nom. Qui achal et Yaakov et Navu et Shamou, parce qu'ils ont dévoré Jacob et détruit sa demeure. C'est un cri de vengeance. Donc vous avez fait ça, vous pouvez refermer la porte et vous récitez le Hallel. Le Hallel se récite intégralement, tout le monde, hommes, femmes, enfants, y compris les gens fatigués. Maman, ne t'endors pas, on récite le Hallel. Tu le récites toi aussi. C'est un très long Hallel, puisqu'il comporte également le Hallel Agadol avec Odou Lachem Kitov Kilolam Chasdo, pas seulement le Hallel habituel, et le Nishmat Kol Chai. Une fois que vous avez fini, il y a une bénédiction qui clôt le Hallel, Melech Moulal Batish Bachot, et alors vous buvez la 4e coupe de vin, avec ou sans bénédiction, ça dépend des minagim. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez le Nirtza. Le Nirtza est la dernière partie du Seder, mais là c'est du facultatif, alors, il y a plein de chants, Chad Gadia et Chad Elohenu, tous ces machins-là, et certains récitent le Shirachirim.
le Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Une fois que vous avez fini tout ça, vous continuez, vous restez éveillé toute la nuit pour parler de la sortie d'Égypte jusqu'à ce que vous vous endormiez. Voilà. Mirza, ça veut dire agréer. Donc on choisit ce qu'on fait. Non, le mieux c'est de dire ce qui est écrit dans la Haggadah. Mais je veux dire, vous pouvez libérer les gens qui sont déjà crevés et qui veulent faire la vaisselle ou un truc comme ça. C'est très bien de faire Shir HaShirim, oui. Pour la colonne, vous avez dit chacun doit manger un kézéïk. Oui. Comment on s'organise si jamais on est beaucoup, il faut qu'il y ait un kézéïk pour chacun alors? Oui, ben vous complétez avec les matzot qui sont à table. Ah, c'est pas grave. La massa shmura, non, c'est pas obligatoire. Ouais. Oui, alors, par symbolisme, on prend un petit bout de la matzah distribué par... Si c'est pas réduit en miettes par le gosse qui a caché ça sous son matelas. D'accord? En général, le gosse qui a chipé la ficomane, il l'a mis sous son lit, sous le matelas pour que ce soit bien caché, il s'est bien assis dessus aussi. N'est-ce pas? Tov, oui. Est-ce que pendant le Maguid, Oui. est-ce qu'il faut vraiment, on n'a pas le droit d'interruption, on peut parler aussi pendant le Maguid ou... Il vaut mieux que ça aille rapide. Pas trop rapide, mais assez rapide quand même. Si, bon, il y a des gens qui parlent de sujets, etc. Ah, tu les laisses tranquilles, hein, tu leur fiches la paix.